Certains combats pour la justice se déroulent au grand jour. Et puis il y en a d'autres, peut-être les plus importants, qui restent complètement invisibles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un de ces combats, en partant d'une affaire qui a vraiment marqué l'opinion publique. On est en 2008. À cette époque, l'animateur Jean-Marc Morandini est une véritable star des médias. On ne parle que de ses chiffres d'audience exceptionnels. Son émission sur Direct 8, elle cartonne. Elle atteint une part de marché historique de 8,3%. Bref, à ce moment-là, c'est une personnalité extrêmement populaire. Et puis, 14 ans plus tard, les gros titres racontent une toute autre histoire. Une histoire radicalement différente. Alors comment est-ce qu'on passe de la célébrité à la condamnation? On va décortiquer un peu cette affaire pour comprendre comment une personnalité aussi en vue a pu dissimuler une facette beaucoup plus sombre. Et là, le contraste est absolument saisissant. D'un côté, en octobre 2008, c'est l'animateur à succès, le nom que tout le monde connaît. De l'autre, en octobre 2022, la réalité judiciaire est brutale. Condamnation pour corruption de mineurs, 1 an de prison avec sursis, et surtout, l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Un basculement total. Mais l'affaire Morandini, aussi médiatisée soit-elle, n'est en réalité qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Elle révèle une crise bien plus large et surtout souvent cachée. En fait, cette affaire, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. Et pour s'en rendre compte, il suffit de se plonger dans le rapport annuel de l'association Innocence sans danger, qui révèle l'ampleur de leur travail en coulisses. Et leur action touche à des contextes vraiment troublants. On parle de figures d'autorité, des prêtres, des entraîneurs sportifs, des professeurs. Autrement dit, des personnes qui bénéficiaient d'une confiance totale. Mais leur combat va plus loin. Ils s'attaquent aussi à des affaires extrêmement complexes, d'abus, organisés, avec des criminels qui opèrent sur le darknet, parfois même à travers les frontières, ce qui rend les enquêtes et les poursuites particulièrement difficiles. Et puis il y a le plus troublant, le plus terrible peut-être. C'est que dans de très nombreuses affaires, les abus ont lieu là où les enfants devraient être le plus en sécurité au monde, dans leur propre maison, ou dans les structures qui sont censées prendre soin d'eux. Alors concrètement, comment une organisation comme celle-ci se bat-elle pour obtenir justice? Comment ça se passe devant un tribunal? Leur principal levier d'action, c'est de se constituer partie civile. C'est un outil juridique qui est absolument essentiel. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça permet à l'association de devenir un acteur à part entière du procès, de porter la voix de la victime, de s'assurer qu'elle soit entendue. Mais cette action en justice, ce n'est qu'une facette de leur travail. C'est l'un des 5 grands piliers de leur action, qui va du soutien direct aux victimes, à la prévention, en passant par des programmes pour aider les enfants à se reconstruire. Mais attention, obtenir un premier verdict, ce n'est pas la fin du combat, loin de là. La route vers une justice définitive est souvent un processus extrêmement long et semé d'embûches. Obtenir une condamnation en première instance, c'est déjà une victoire immense pour les victimes. Mais le parcours judiciaire est souvent loin d'être terminé. Le système d'appel, que ce soit de la part des accusés ou du parquet, peut prolonger l'incertitude et la douleur pendant des années. L'affaire du petit Yanis en est un exemple tragique et très clair. Il a fallu plus de 5 ans entre sa mort et le verdict final. Entre-temps, il y a eu un premier procès, puis un appel, qui a finalement conduit à une peine encore plus lourde. Et les appels peuvent aussi mener à des issues différentes. Dans le cas dramatique de la petite Mélinda, la peine a été réduite après un second procès. Ça montre bien toute la complexité et l'incertitude du processus judiciaire jusqu'au bout. Tout ce travail y met en lumière une bataille acharnée, souvent méconnue du grand public, et qui est menée au nom des plus vulnérables de notre société. Pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, il suffit de regarder les chiffres d'un seul rapport annuel. Plus de 40 affaires en cours, plus de 10 affaires terminées. Derrière chaque barre de ce graphique, il y a des dizaines d'histoires, des dizaines de vies brisées. Et c'est là qu'on comprend à quel point ce travail de défense juridique peut être un facteur décisif. Dans cette affaire en Isère, un juge avait d'abord classé le dossier. C'est l'association qui a fait appel et qui a permis de relancer toute la machine judiciaire pour finalement obtenir une condamnation pour viol. Ce combat continue, jour après jour, affaire après affaire. Mais il nous laisse avec une question vertigineuse. Une question qui résonne bien au-delà des tribunaux. Pour chaque affaire qui est jugée, combien d'autres restent complètement dans l'ombre?